l'un des mathématiciens les plus réputés du monde, j'ai nommé l'énigmatique Nicolas Bourbaki. L'histoire de Bourbaki commence ici, dans cette école de l'élite française. L'école normale supérieure, alias l'ENS. Si on se balade dans les vieilles photos de classe, on peut tomber sur quelques jeunes hommes qui vont devenir des penseurs majeurs du XXe siècle. Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Paul Nizan et d'autres. Je cherche des mathématiciens. Dans cette école exclusivement masculine, ils ont la réputation d'être les plus rapides, les plus précoces. Je cherche les 5 jeunes hommes à l'origine du groupe Bourbaki. Ils sont entrés à l'ENS entre 1922 et 1926. L'un d'entre eux a 16 ans. En plus d'être extrêmement doué en mathématiques, il parle le latin, le grec ancien et apprend le sanskrit, la langue des textes sacrés hindous. Il est réputé pour son caractère difficile. Certains diront indocile, d'autres encore arrogant. Il s'appelle André Weil. Il est l'un des cerveaux de l'opération Bourbaki. Le premier ami qu'il se fait à l'ENS s'appelle Jean Delsarte. Toutes les réunions de Bourbaki seront consignées de sa plume. Il y a aussi Henri Cartan, héritier d'une dynastie mathématique, Jean Dieudonné, connu pour ses colères légendaires, et Claude Chevalet, le Benjamin rebelle, anarchiste. Tous les jours, il passe devant le monument aux morts qui vient d'être inauguré dans l'école. Ceux qui auraient dû être leurs professeurs sont morts dans la boucherie de la Première Guerre mondiale. Ils vont fonder leur légende sur ce traumatisme commun. Ils font partie d'une génération sans maître. Concrètement, cela veut dire que leurs professeurs sont un peu trop vieux. Et ça se ressent dans le contenu de leurs cours. Ils ignorent les révolutions scientifiques en train de se produire, notamment en Allemagne, où des chercheurs à Göttingen sont en train de révolutionner l'algèbre et les fondements mêmes de la discipline. Alors que faire ? Vers où aller pour étancher sa soif de mathématiques époustouflantes, nouvelles, radicales ? Ok, je m'appelle Nathan Partouche. Je dis mon école ou pas ? Je m'appelle Nathan Partouche, j'aime les mathématiques et du coup j'étais ici pour un peu découvrir des mathématiques qui sont pas encore à mon niveau, mais un jour peut-être. J'ai commencé les mathématiques après le bac quand je suis entré en classe préparatoire. Parce qu'avant on fait pas vraiment de nos jours on fait plus trop de mathématiques au lycée. Enfin c'est pas très intéressant et rigoureux. Mais du coup j'ai vraiment commencé à m'y mettre en début de classe préparatoire et j'ai aimé, j'ai accroché, du coup j'essaie de m'investir. Toi, qu'est-ce que tu trouves beau dans les maths fondamentales si tu vas expliquer aux gens qui ne font pas du tout ça? Ok, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, on va partir de rien, inventer un formalisme qui est cohérent. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait ça en Chine et quelqu'un qui fait ça au Japon, ils vont se rencontrer et ils auront les mêmes règles. Et si on a une preuve, elle marchera toujours. Enfin, c'est... je sais pas comment... C'est comme un langage, quoi. On peut se retrouver et si quelqu'un sait parler le langage, on va le comprendre tout de suite. Donc c'est une bonne façon de transmettre des idées qui, en plus, est hyper rigoureuse. I'm somebody who, has been in love with mathematics my whole life and began to interact with the mathematics community when I was still in high school. At some level, mathematics is really just about studying patterns, but sort of patterns that occur in ideas, maybe. Mais c'est pas ça le plus beau, ça c'est, je dirais, genre... C'est le début. Ce qui est vraiment très joli, c'est qu'on part de ça, ce langage hyper beau et hyper logique, pour donner des idées, un peu tout ce qui nous passe par la tête, quoi. On peut vraiment faire ce qu'on veut, genre vous avez un monde à votre disposition que vous pouvez créer en suivant certaines règles. When I was very young, I remembered being curious about, patterns in the calendar. Why, if my birthday was on a Wednesday in the following year, would it most likely be on a Thursday? That's that sort of question. Et ça donne aussi un exercice qu'on trouve pas en fait dans la vraie vie.
de juste créer des structures abstraites et créer d'autres structures abstraites sur ces structures abstraites, les mélanger à ce qui existait déjà, faire en sorte que ça marche ensemble. C'est un super jeu, genre. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup en maths aussi, c'est que les choses sont vraies ou sont fausses. Il y a pas d'entre-deux, il y a pas de... Alors, dans la vie de tous les jours, c'est très agréable qu'il y ait cette incertitude, qu'il y ait cet entre-deux. Mais c'est bien aussi qu'on ait un endroit qui s'appelle les mathématiques, où vrai et faux, ça veut vraiment dire quelque chose, et c'est vraiment strict. Et alors, pourquoi en mathématiques, vous faites l'alliance entre beauté et utilité ? Enfin, comment ça s'articule ? Parce que la beauté est la vérité et que la vérité est la beauté, comme dit le poète Keats. Je ne sais pas. Il se trouve qu'en mathématiques, les théories les plus fécondes ont aussi une sorte de beauté très difficile à définir et que quand on voit un bel objet mathématique, un beau texte mathématique, je ne sais pas exactement comment on en juge, mais on le sait. You know, most mathematicians choose their subject area based primarily on aesthetics, and that could either be an appeal of a certain type of problem or an appeal of a certain type of tool to solve the problem. So for me, the proofs that involved more abstract ideas always felt the most elegant. I liked them the best. I felt sort of most confident that I understood them fully. And so that was the appeal that kind of drove me towards pure mathematics and then towards some very abstract areas of pure mathematics in particular. Ça veut dire quoi un pouvoir d'abstraction ? Un certain goût pour réfléchir aux objets, aux notions qu'on apprend. En levant le nez des exemples et en essayant d'apercevoir le paysage plutôt que d'admirer chaque fleur. Revenons au groupe Bourbaki. À l'heure du déjeuner, dans le quartier du Panthéon, à l'angle de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, toute la bande est là. André Weil, Henri Cartan, Claude Chevalet, Jean Delsarte et Jean Dieudonné. Ils se retrouvent tous au café Capoulade. Après des séjours en Allemagne où ils ont découvert des maths résolument modernes, ils viennent d'être nommés dans différentes universités à travers la France. Depuis leur retour, ils découvrent que les mathématiques françaises n'ont pas beaucoup évolué. Les mêmes manuels poussiéreux de leurs années d'études sont toujours en usage, à ceci près que c'est désormais à eux d'enseigner. Ils décident d'y remédier et d'écrire un nouveau manuel à la hauteur des mathématiques de leur temps. C'est une histoire amusante, comment la rédaction d'un cours qui avait vocation à être un cours de licence finit par être une entreprise énorme, tentaculaire, de recréation ou de réécriture d'une bonne partie des mathématiques de son temps. C'est assez mystérieux. Autour de nos mathématiciens, l'heure est aux avant-gardes artistiques. La jeunesse veut faire bouger les vieilles fondations, faire table rase du passé, faire leur révolution. Chez eux aussi, une idée germe. Pour signer l'ouvrage, pourquoi ne pas inventer un auteur à leur image ? Rigoureux, excentrique, abstrait, un chef mythique capable de renouveler les mathématiques et de les faire entrer dans la modernité.